Vous avez besoin de louer ou d'acheter un véhicule commercial. Pensez Beauce Auto Ford à Beauceville, votre centre Ford pro. Camion ben, remorque, unité mobile, camion nacelle. On a tout pour relever les plus gros défis. Et attention, on est les seuls dans Chaudière-Appalaches autorisés à vendre, entretenir et réparer les fameux F650 et les F750. Passez nous voir au 405 boulevard Renault, Beauce Auto Ford, le vrai partenaire des pros. Parents. Parents et amis. Avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis qu'on retrouve sur les applications principales sur le web et également sur gillesparent.com. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer un message vocal ou encore faire une recherche sur des choses dont vous avez entendu parler et des invités que vous voudriez réentendre sur gillesparent.com, aucun problème. Mon invité a cofondé H2 Pro comme projet universitaire. 15 ans plus tard, l'entreprise est devenue un leader de l'entretien de piscine au Québec. Dans cet épisode, mon fils, Émile, enfin, je le reçois, cofondateur de H2 Pro, nous partage les étapes, les défis et les clés du succès de cette aventure entrepreneuriale inspirante. Salut Émile, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Merci de me recevoir. Je dirais pas aux gens que ça fait 3 fois que je reprends mon début parce que je suis jamais nerveux quand je fais ça, mais là avec toi, j'ai dit il faut que je vais essayer d'être à hauteur. Alors, puis je suis très content de te recevoir parce que je vais juste dire aux gens d'entrée de jeu que quand tu as fait ton travail universitaire, puis que t'as comme créé ou poussé une entreprise qui est très, très petite de la Beauce. Je pense que c'est la piscine Serein, je me trompe-tu? Exact. Puis tu sais, c'était comme, t'es parti de ça, puis t'as bâti ton schéma universitaire là-dessus. Puis je me rappelle, t'avais dit, faire ça juste pour le fun. Puis moi, je t'avais dit, à l'époque, j'avais dit, que tu vendes du chocolat, que tu vendes des services. Fait que je t'avais comme encouragé en disant, attends, tu sais jamais. 15 ans, c'est drôle, 15 ans plus tard, on se revoit ici, puis là, tu vas nous expliquer un peu. Dans le fond, parlons un petit peu de l'idée de base d'université. Peut-être que j'ai tourné les coins ronds. Là. Comment ça se passe, l'arrivée de tout ça? Au départ, on a vraiment commencé sur le coin d'une table. Là, je dirais que c'était au mois de mars, je pense 2012. C'était mon ami Mathieu, à l'époque, qui avait démarré ça. L'année d'avant, l'été d'avant, il avait des piscines dans son coin à Saint-Georges-de-Beauce. OK. Puis il avait dit hey, les boys, on va partir des franchises de ça, le monde a besoin de ça, de l'entretien de piscine, ça vous tente de faire ça? Mais il n'y avait pas tard. Il y avait vraiment pas tard. Il a dit parfait, puis nous autres, mon associé Loïc et moi à l'époque, on avait dit oui, pourquoi pas, on va commencer à laver des piscines. On n'a aucune idée c'est quoi, je veux dire, à part se baigner, on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire avec les piscines. Je vais vous former les gars, vous allez voir, ça va bien aller, et c'est sûr qu'il y a une demande pour ça. Puis on est parti avec notre petit baluchon début avril. C'était-tu une job d'été ou c'est-à-dire on va partir de quoi pour partir de quoi? On était, Loïc étudiait en droit à l'époque, mais Mathieu puis moi, on étudiait en administration. On était vraiment intéressés par tout ce qui était le monde des affaires. On aimait ça. Okay. On tripait sur Tesla, moi, à l'époque. Je tripais sur les grosses compagnies. Puis j'étais là, pourquoi pas? Mais c'était vraiment plus un sideline, là, si tu me permets l'expression, parce qu'ultimement, je travaillais à l'époque aussi. J'avais un travail étudiant qui me rémunérait. Je travaillais chez Maison Adam maintenant. C'est vrai. Puis on faisait ça vraiment. C'était un à côté parce qu'on n'avait pas beaucoup de clients, puis c'était juste vraiment pour le fun. Pour les gens qui nous entendent qui ne sauraient pas, tu avais eu un accident important au hockey, puis ma perception comme père, c'est que ça t'a comme mis, j'allais dire en expression québécoise, ça t'a mis un spring à bonne place. C'est-à-dire que t'as comme eu, j'allais dire, une urgence de vivre. Ça t'a changé beaucoup. Est-ce que tu as cette perception-là aussi? C'est sûr que les gens qui m'ont connu avant puis après pourront le dire. Là, ça m'a quand même éveillé ou ça a changé des choses en moi ça a mis les priorités à la bonne place. Puis c'est clair que dans mon parcours entrepreneurial, ça m'aide encore beaucoup. Puis ça permet vraiment de relativiser les choses, ce qui m'est arrivé, puis ça me le permet encore là, de par les séquelles qui me restent. Ça veut dire, mettons une embûche, une petite chose moins importante, tu dis, bien, on passe par-dessus, là, il y a pire que ça. C'est ça, tu sais. Puis souvent, les gens qui ont des événements traumatiques ou des graves événements dans leur vie, puis ça arrive souvent plus tard dans la vie, tu perds quelqu'un que t'aimes, des choses comme ça, ils sont plus capables de remettre les choses en perspective. Puis moi, ça, ce qui m'est arrivé, c'est que ça m'a vraiment aidé, justement, comme tu dis, quand il y a des défis, quand il y a des embûches, quand il y a des situations difficiles, je me remets toujours, tu sais. Tu peux perdre tous tes membres, mais c'est pas mal pire que perdre, par exemple, un contrat ou des choses comme ça. Non, c'est vrai que c'est relatif. Je pense que ton passage chez notre ami José Adam t'a amené aussi un petit côté... t'as développé... En fait, t'as pas
probablement découvert un côté vendeur que tu as. Ouais. Ça compte, ça. Ben être oui, capable de... Parce que c'est un peu ce que tu fais encore aujourd'hui. C'est service à la clientèle, vente. Je me suis rendu compte en travaillant là-bas, dans la vente d'électronique, que j'aimais beaucoup le contact avec les gens. Puis j'aimais ça, rendre les gens heureux de par ce que je leur proposais, ce que je leur vendais comme service. Fait que, tu sais, un peu comme tu l'as dit d'entrée de jeu par rapport à tu vends du chocolat, tu vends n'importe quoi. Moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est pas tant les piscines. J'ai jamais vraiment une passion pour les piscines. C'est pas un fanat de piscine. Non, c'est ça, exact. Mais... C'est juste que c'est d'offrir un service que les gens ont besoin, qui sont satisfaits, qui sont contents, que tu vois que tu peux leur rendre du bonheur un peu dans leur vie. Ben, c'était ça un peu l'objectif. Si on regarde la croissance, parce qu'après ça, ça va plus vite, mais au départ, y a-tu une étincelle qui a fait que tu as dit, ben là, on va passer d'un projet scolaire ou à une business à une entreprise. On va un peu mieux structurer. Parce que là, tu parles de 2012-2013, c'est arrivé. Je pense que je sais qu'une étape importante, c'est, mettons, 4 ans plus tard, les Dragons. Ça, d'après moi, c'est une impulsivité. Mais avant ça, est-ce que tu avais commencé à penser que ça allait être ta job de vie? Ben, à chaque année, mettons, on doublait, on triplait notre nombre de clientèle. Puis jusqu'à la fin de l'université, jusqu'en 2015 à peu près, c'était plus un projet, c'était saisonnier, puis on savait pas trop ce que ça allait donner. Puis à partir, effectivement, de 2016, qu'on avait un beau momentum, on a dit, on va aller participer au Dragon, pourquoi pas? C'est une petite entreprise, on voulait se faire de la visibilité. À l'époque, c'était pas gros comme c'est là, je pense, les Dragons, ça commençait. Là, oui, mais il y avait de l'intérêt, mais c'est vrai que c'est maintenant, c'est rendu, il n'y avait pas tout autant... Il y a 20 ans d'épisodes, là, t'étais dans les débuts, c'est sûr. Exact. Puis ça nous a vraiment donné un bon boost, surtout que ça nous a fait connaître, ça nous a ajouté du sérieux à notre service aussi, parce que ça reste que c'est un domaine un petit peu encore aujourd'hui qui manque un peu de sérieux. Fait que on voulait amener cette structure-là dans un domaine qui en manquait, puis c'est certain là, que passer là, ça nous a permis d'exploser, là, surtout à Québec. OK, donc ça vous a fait connaître, et probablement que ça a allumé aussi des gens d'affaires de la région de Québec qui sont venus après ça vouloir vous aider, ça, ce qu'on appelle des mentors souvent, ou des exemples, des entrepreneurs fétiches ou des gens que vous aimez. Fait que ça aussi, probablement que c'est un accélérant. Là. Ça arrive à peu près au même moment. Ben, c'est ça, exact. Autant pour les nouveaux clients que pour tous les partenaires, les fournisseurs, ça rajoute un sérieux. Puis moi, à l'époque, encore aujourd'hui, j'ai des idées un peu de grandeur. Je veux vraiment croître. J'aime beaucoup la croissance, développer des nouveaux services, tout ça. Fait que je m'étais dit que j'allais aller voir des acteurs dans le milieu qui faisaient du service un peu comme le nôtre, c'est-à-dire le groupe Verdure, qui est encore une grosse compagnie aujourd'hui. C'est ça. Oui. À l'époque, Jean Tremblay, qu'on est allé voir, puis lui, il avait été impressionné par qu'on avait passé au Dragon, puis ça l'avait intéressé de s'associer avec nous. Puis c'est à partir de là, en 2016, fin de l'été 2016, qu'on a vraiment démarré H2 Pro. Avant, c'était Piscine Serein, Aqua Pro, puis après ça, H2 Pro. Pour avoir un nom qui va perdurer, dans le fond? Ouais, un nom qui n'existait pas. Puis Aqua Pro, ça existait déjà ailleurs à Gatineau. On avait déjà des ambitions d'être ailleurs en province. Fait qu'on voulait déjà se planifier pour avoir quelque chose qui n'existait pas. H2 Pro, on trouvait que ça sonnait bien en anglais puis en français, que ça faisait référence à l'eau. Oui. Puis est-ce que M. Tremblay vous a suggéré, même là, en disant oui, c'est un bon nom? Oui, on a brainstormé ensemble. On a brainstormé avec notre compagnie marketing, Lucie Lebel, à l'époque. C'était vraiment... tout ça est venu de là. Puis c'est à partir vraiment de 2016 que là, on a parti H2 Pro. Puis on a décidé, dès 2017, d'ouvrir des succursales là, à Montréal puis sur la Rive-Sud de Québec. Parmi tes mentors, tu as aussi un des deux frères Dupont, je pense. Puis, en fait, c'est une connaissance de M. Tremblay, mais moi, je sais, il m'en avait parlé lors d'un voyage avec Alain Crête. On a fait du name dropping, mais c'est la réalité. Il y avait, je pense, une grève de la Ligue nationale, puis on était à Cancun. Puis il m'avait dit j'ai vu ça, ton fils, j'aimerais ça y parler. Puis ça. Puis là, je me disais, tabarouette, c'est un gars qui l'a fait, tu sais. Ouais. Éric Dupont dans la pharmaceutique et autres. Moi, je trouve que c'est un géant, mais en même temps, je voudrais que tu m'en parles un peu comment, avec toi, il a travaillé, parce que c'est des gens qu'on pense presque inaccessibles. Tu sais, tout ce qu'on voit, nous autres, c'est le chalet, l'hélicoptère, puis c'est du monde hors d'atteinte, mais finalement, il avait l'air d'un gars très simple. Ouais, ben en fait, Éric, comme Jean, tu sais, c'est des gars qui ont vraiment bien réussi, mais c'est des gars qui sont passionnés par aider leurs prochains, par les projets, tu sais, c'est des gars qui sont drivés par ça. Des vrais entrepreneurs, là. Exact, tu sais, je veux dire, peu importe le niveau, quand il y a un projet qui les allume ou quand ils voient quelque chose ou quelqu'un qui peuvent aider, souvent, ben ils vont vouloir les aider. Fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, quand on parlait affaires, on parlait développement, ils nous donnaient vraiment des bons trucs, des pièges à éviter. Tu sais, ça reste que tu tombes quand même dans les pièges parce que tu penses que tu connais tout, puis tes mentors, ils disent des choses, tu fais l'inverse. Te rappelles-tu ta première grosse erreur, Émile?
Une erreur qui vous a coûté cher ou qui t'a déplu, là? Je suis en train de dire que tu j'ai de la misère à cibler une erreur. Il y en a eu trop? Non. Mais c'est sûr que, tu sais, je suis pas le genre de gars à regarder en arrière vraiment pour les erreurs. Puis quand on fait des grosses erreurs ou qu'on fait on en fait encore, je vois plus ça comme l'apprentissage. Quand ça coûte X montant, je me dis, c'est une session à telle université, on a appris puis on fera pas la même erreur. C'est sûr qu'à refaire tout ce qu'on a fait, peut-être qu'on a démarré un peu vite les franchises sans nécessairement avoir toute la structure qui l'entourait. Fait que je considérais ça comme un bon apprentissage. Une erreur, j'ai de la misère à dire une erreur parce que... Ça te fait avancer puis ça te fait pousser en avant. C'est une erreur seulement. C'est presque inévitable, dans le fond. T'as pas le choix, puis c'est surtout au moment où tu la commets sans étude, mais après ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec l'erreur, puis là, si ça te fait cheminer, ça te fait t'améliorer, après ça, c'est plus vraiment une erreur, ça t'a permis d'aller en avant. Fait que c'est pour ça que j'en ai pas vraiment une immense, il y en a plein de petites un peu partout, ici et là, mais vraiment d'avoir démarré peut-être le réseau de franchise rapidement, sans avoir pris la peine de mieux évaluer tout ça, peut-être que ça serait un... Est-ce que vous avez réussi à structurer le développement pour la croissance? Parce que des fois, tu te dis, j'ai besoin d'argent, mais en même temps, j'ai pas de plan d'affaires vraiment. Je fais un plan d'affaires, je sais pas trop. Sans dire que tu es à tâton, tu peux pas savoir où tu t'en vas tant que ça. Fait que j'essaie de voir, est-ce que cet aspect-là, avez-vous été guidé là-dedans pour savoir financement, recrutement, formation? Est-ce qu'on engage du monde ou on va trop vite? C'est embêtant. C'est une bonne question. C'est vraiment pas facile. Puis pour tous les gens en affaires vivent un peu le même défi. C'est parce que t'hésites. Tu fais de l'argent, puis là, tu réinvestis ton argent dans ta croissance. Fait que tu n'as jamais l'impression de faire d'argent ultimement. Puis tous les entrepreneurs qui sont en croissance, ils te diront, sur papier, tu as de l'air, mais tu n'en as jamais. Puis tu arrives à certains points de différents niveaux de croissance d'entreprise que il faut que tu investisses pour des ressources que tu n'as pas nécessairement les moyens d'avoir pour prendre le prochain niveau. Puis ça vient avec un peu de la chance. Je pense que... Mais la confiance, si ça fait 4, 5, 6 ans, Émile, tu es un peu plus confiant, non? Oui, puis je vais donner un bon exemple de concrètement, ça ressemble à quoi. En 2017, Loïc puis moi, ça fonctionnait plus, fait qu'on a décidé de... Ça a été vraiment un bon défi parce que c'était difficile de dire, un gars avec qui tu as parti l'entreprise, ça fonctionne plus. On a décidé de séparer, puis Loïc est parti. À cette année-là, je suis allé chercher un de mes bons amis aussi que je savais qu'on allait bien travailler ensemble, Mathieu, mais Mathieu, il venait du domaine privé, puis il allait pas dire, je m'en viens associer avec toi pour 30 piastres. Fait à ce moment-là, j'ai comme fait, regarde, je pense que ça prend ce gars-là pour qu'on amène l'entreprise à un autre niveau, fait que je vais lui donner un salaire beaucoup plus élevé que le mien. Puis à ce moment-là, ma femme, puis tout le monde, t'es un malade, je veux dire, j'étais mais je pense que c'est ça que ça prend. Puis sans rentrer dans les chiffres, ça a pris ça pour qu'ils s'en viennent puis que l'entreprise, après, atteigne un autre niveau. Fait que tu prends des décisions comme ça ou des situations comme celle-là arrivent. Est-ce que tu as mesuré ça à ce moment-là? Te rappelles-tu, Émile, tu te dis, si je la prends, oui, il y a un risque, parce que ça va me coûter cher, il faut que ça marche. Puis si je la prends pas, je risque de périr. C'est ça. Quasiment? C'est ça. À ce moment-là, t'as toujours peur d'échouer, t'as toujours peur de perdre les emplois à tes employés, puis que tes clients ne soient pas satisfaits. Mais si tu veux grossir, puis si tu veux atteindre tes objectifs, tu n'as pas le choix de prendre des risques. Puis ça, c'est le genre de risque calculé que j'aime prendre. C'est-à-dire que c'est une bonne ressource. Ça peut pas nuire d'avoir quelqu'un d'excellent comme ça. Fait que ça peut juste t'amener du positif. Puis si, ultimement, ça ne fonctionne pas, tu auras pris ce risque-là, tu auras perdu X montant d'argent, mais tu auras compris pourquoi. Puis après ça, tu prends d'autres risques, tu fais d'autres erreurs. Il faut que tu le fasses. Quand tu es allé chercher Mathieu Harvey, tu disais, il faut, ça me prend probablement un gars comme ça pour aider, pour atteindre l'étape suivante. T'es-tu rendu compte que même il t'a apporté plus que ce que tu espérais? Parce que des connaissances, c'est un gars qui, humainement, c'est un bon leader. C'est ça. Tu peux pas tout savoir ça au début. Non. Puis je pouvais pas non plus savoir à quel point on allait bien se compléter à ce moment-là dans la croissance de l'entreprise. Comment tu décrirais, lui est de terrain, toi t'es d'un bureau, mettons grosso, là? Je veux pas être réducteur. Non, mais c'est un gars vraiment opérationnel. Puis moi, je suis vraiment plus un gars administratif, service à la clientèle, puis plus rêveur. Là. Lui, il met à exécution la vision que moi, je peux avoir. Puis lui, il s'assure que ça soit réel. Puis il dit non, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. Ou on peut pas faire ça comme ça. Fait que c'était vraiment ça. On était vraiment... au moment où il est arrivé, c'était vraiment parfait pour la grosseur d'entreprise qu'on avait. Puis ça nous a vraiment permis d'atteindre un autre niveau là, d'entreprise. C'est une entreprise...
il y a deux choses, je vais dire, sur l'entreprise. D'abord, premier élément, c'est une entreprise, en théorie, qu'on compare des fois à des casse-croûtes en disant ça marche l'été puis l'hiver, tout le monde s'en va en vacances, ce qui n'est pas le cas. Tu vas me l'expliquer probablement. Et c'est aussi une entreprise de service. Alors, service, ça veut dire t'es pas toujours sur le terrain pour voir comment le service se fait, mais c'est sûr que t'as des feedbacks quand ça marche pas. Fait qu'une gestion d'hormones d'employés. Puis comme c'est une job d'été, ben t'as pas des gens qui ont fait 16 ans d'études pour faire ça. Fait que j'essayais de voir, tu vois-tu, c'est deux éléments importants. On peut commencer par l'aspect estival. Est-ce que c'est une job vraiment 6 mois par année, ça? En ce moment, ça ne l'est plus parce qu'on a beaucoup, tu sais, comme on a développé la région de Montréal, il y a des condos aussi à Québec, mais à Montréal, il y a beaucoup de tours à condos, de piscines intérieures à l'année. On a plusieurs équipes qui travaillent à l'année, mais ça se compare en rien à ce qu'on a l'été. Tu sais, je pense qu'il y a environ 800 000 piscines au Québec. T'sais, de ces piscines-là, ben, je veux dire, il y en a peut-être 700 000 qui brisent. Je fais des blagues, mais je veux dire, il y a toujours quelque chose avec une piscine. Fait que, il y a beaucoup plus d'ouvrages l'été. Puis, je dirais l'été, c'est à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre-novembre. Fait que c'est peut-être un 7-8 mois vraiment intense. Après ça, tu tombes en période un peu plus calme. Puis, c'est encore ça notre défi. Comment tu fais pour garder des talents, des gens compétents à l'année dans un contexte saisonnier? Mais là, c'est ça. Mais là, il arrive dans l'entreprise, comme à peu près partout ailleurs, où il y a des jobs d'été ou encore des jobs, je dirais, de premier niveau de service. Il y a beaucoup de l'immigration. Et dans votre cas, H2 Pro, c'est la même chose. L'immigration était, dans la croissance, est importante. Oui, en 2022, on était vraiment rendu à un point, on était en grosse croissance, puis on avait vraiment beaucoup de difficultés à engager du personnel. Puis tu sais, c'était comme en revenant de la pandémie, c'était vraiment le pic de manque de main-d'œuvre. Tout le monde avait eu des chèques, fait que ça presse à moins, mais c'est un peu ça pareil. Ça ressemble à ça, puis tu sais, tu parles avec tous les entrepreneurs, les restaurateurs, les gens avaient beaucoup de difficultés à ces moments-là de trouver du monde vaillant, du monde qui se présentait, du monde qui voulait travailler. Fait que les gens faisaient énormément d'heures. Puis ultimement, le service n'était pas nécessairement là. Fait que là, on s'est tous virés de bord. En tant qu'entrepreneur, ton travail, c'est de donner le service à tes clients. Fait qu'il faut que tu trouves des solutions, il faut que tu trouves des alternatives. Fait qu'on avait dit, on va trouver... On va aller voir là, l'immigration temporaire, comment ça peut fonctionner, les travailleurs étrangers temporaires, bas salaire, puis à ce moment-là, on en a fait venir. On était supposé en avoir 15, on en a reçu 2, fait que ça nous a aidés. Apprendre l'apprentissage pour vous aussi, ben oui. Parce que veut pas, c'est des gars qui, je veux dire, ils sont très, très travaillants, mais ils parlent pas la langue, ils savent pas chauffer, ils mettent les œufs sur le comptoir, le lait sur le comptoir, ils ont mal au ventre, je veux dire, c'est toutes des niaiseries qu'on pense que vous pas. apprenez. Non, c'est ça, ils mettent le chauffage à 35 l'été dans la maison, les autres vivent au Guatemala, il fait chaud. Fait que c'est toutes des choses qu'on a appris quand on en avait juste 2. Puis là, depuis ce temps-là, on en a une trentaine là, qui viennent travailler avec nous. Avez-vous un ministre de l'espagnol? Parce que ça prend quelqu'un. On a beaucoup. Il y a Charles, mon frère, qui s'en occupe beaucoup, qui travaille... Lui, il a comme poussé une base d'espagnol qui est rendue très élevée, c'est-à-dire pour être une référence. Pour pouvoir leur parler, pour pouvoir les guider, les former. Puis là, maintenant, tous nos directeurs, on leur donne des cours d'espagnol aussi. Ils n'ont pas le choix. Éventuellement, on va donner des cours de francisation aux gars. Mais on n'avait pas le choix si on voulait donner du bon service. Ça a été une excellente décision. Mais encore aujourd'hui, c'est toujours... Tu es toujours sur la ligne de qu'est-ce que le gouvernement va décider de faire. L'épée de Damoclès, c'est ça. On veut couper puis en même temps, pour cette fois-ci, je trouve que l'industrie, je pense aux petits fruits, tout ça, l'île d'Orléans, tout ça, l'industrie se fait entendre en disant, écoutez, avant de faire des décisions qui vont briser l'économie, parce qu'il faut ramasser les légumes, il faut nettoyer les piscines, il faut faire tout ce travail-là. Puis, force est d'admettre qu'il n'y a pas de relève tant que ça. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Fait que, on peut l'appeler de différentes façons. On peut rêver toutes sortes mais la réalité, c'est que vous avez besoin d'eux. On a besoin d'eux, les gens ont besoin d'eux, les entrepreneurs ont besoin d'eux, les restaurateurs, maintenant les Tim Hortons, les McDo, je vois plein de travailleurs étrangers, nos amis dans les IGA, il y a plein de travailleurs étrangers qui font venir, on a comme pas le choix. Mais d'abord, on fait pas de bébé depuis 20 ans, 25 ans. Exact, il faut être réaliste. Exact. Puis ultimement, on en a besoin, puis c'est une chose qui m'avait marqué quand j'étais à l'université, quand j'avais fait comme mon cours en affaires, c'était vraiment de te dire, il y avait il y a la sphère des affaires, là, puis là, tu as le marketing, tu as les ventes, puis après ça, tu as le politique, puis ça, tu le contrôles pas. Fait que c'est pour ça que je me dis toujours, il faut qu'on garde nos travailleurs étrangers temporaires, mais en même temps, on va engager des Québécois, parce que quand même, tout ce que tu viens de dire, ça peut changer pareil. Décider, ça, demain matin, il y a un parti politique qui rentre au pouvoir, qui décide de couper l'immigration, mais je veux dire, il faut que nous, on se vire de bord, puis
Tu peux pas arrêter le rendu là. Exactement. Fait que c'est pour ça que ça m'avait marqué, puis je le garde toujours en tête, même si on en a besoin. Tu sais jamais les décisions qu'ils peuvent décider de prendre, puis qu'ils peuvent... tu sais, les restaurateurs, quand la COVID est arrivée, c'est pas quelque chose que tu contrôles, puis ils ont dû... Je veux que tu nous expliques, sans donner de chiffres précis, un des mensonges qu'on colporte parce qu'on sait pas de quoi on parle. Tu sais, quand on se dit, ben là, ils prennent du cheap labor, puis 15 piastres de l'heure. Mais la réalité, c'est qu'il y a de la paperasse, il y a de l'accueil, il y a de l'hébergement. Faut que tu parles un peu de ça. C'est pas en train de dire que vous êtes des mécènes puis que vous allez changer le monde, mais ça coûte quelque chose. C'est pas juste, tu comprends? C'est rendu plus cher avoir un travailleur étranger temporaire depuis les 2 dernières années parce qu'il y a des salaires de base à respecter et tout ça. Que d'avoir un Québécois. Un local, si on veut un Québécois, quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment parce qu'on a une qualité irréprochable au niveau du service puis au niveau de la présence. Et les gars sont là, je dis pas que parce que t'es Québécois, tu cales malade. Là, mais là, tu as une fierté de travailler, peut-être qu'on voit moins. Ils veulent travailler plus, ils demandent de travailler plus. Fait que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Puis la qualité du service, encore une fois, c'est difficile à quantifier au niveau mais un client satisfait, il va rester plus longtemps. Donc, c'est clair. Ça vaut quelque chose. Au niveau salarial, il faut que tu payes leur billet d'avion, il faut que tu loges, il faut que tu payes la première épicerie. Après ça, quand il faut qu'il y ait à l'hôpital, il faut que tu frontes, tu peux les aider à acheter. Ben oui. Les véhicules, on leur fournit un véhicule tout le temps, ils ne savent pas trop conduire, il y a beaucoup plus d'accrochages plus d'accidents. Je veux que tu parles de l'anecdote, parce que je pense que Charles m'avait conté qu'il y en a qui arrivent avec un permis en bonne et due forme, mais ils n'ont jamais embarqué d'un char. Ben là-bas, au Guatemala, tu demandes ton permis de conduire, puis le gouvernement te l'envoie. Okay. C'est à partir de 18 ans. Ça, vous avez appris ça. Il y a dû avoir 2-3 accrochages. Non, mais tu sais, c'est surtout dans des secteurs assez cossus. On a une technicienne l'année dernière qui, elle, dans le fond, pour bien se parquer, c'est à s'accoter en avant dans l'auto en avant, puis à s'accoter dans l'auto en arrière, puis elle était bien parquée. Avant qu'on se rende compte de ça, mais on a appris à ça a cogné une coupe de char, mais c'était pour se gager comme il faut. Là. Dès que t'accotais, t'étais correct. Fait que eux autres, c'est comme ça qu'ils apprennent. Fait que il y a beaucoup de défis. Ça fait des drôles d'histoires à raconter, mais quand t'es dedans, dans le feu de l'action, des fois, c'est moins drôle. Est-ce que connaître les conditions de ces immigrants-là, dans votre cas, c'était des Guatémaltèques, connaître leurs conditions de vie, ça vous explique pourquoi ils sont si affamés puis si intéressés de travailler? Donc, autrement dit, eux autres, l'impact sur leur famille, sur leur monde, sur leur village, sur leur entourage est majeur pour une job ici. Ouais, c'est incroyable. Je pense que les employés là-bas, en dollars canadiens, gagnent 300 $ par mois. Puis, tu sais, pour un travail manuel de champ, c'est oui, OK. Ils travaillent dans les champs là-bas. Alors qu'ici, tu sais, c'est du 8, 900, 1000 par semaine. Tu sais, fait que c'est quasiment, en un été, ils font 4-5 fois ce qu'ils faisaient à l'année. Ils redonnent beaucoup, je pense. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'en envoyer? Ils envoient tout à leur famille. Puis une autre chose aussi qui fait une différence, je pense, c'est le fait qu'ils soient très croyants. Là, tu sais, c'est tous des gens beaucoup plus catholiques. Donc, tu sais, ils ne boivent pas d'alcool, ils se couchent tôt. Donc, tu sais, c'est... Fait que le rendez-vous à 7 h, ils sont là tout le temps. Ils sont là tout le temps à 6h30, tu sais, fait que ça fait une bonne différence là, au niveau de l'emploi et au niveau de la qualité du travail. Comment avez-vous choisi votre développement? Je sais qu'à Québec, ça a commencé par Québec, la ville, puis l'ouest de la ville. Je dirais ça, me semble, de mémoire, c'est ça. Tu me diras si je me trompe. Après ça, vous avez intégré Lévis, je pense. Puis après ça, Montréal. Mais c'est-tu des opportunités, de la recherche d'opportunités? Comment ça s'est fait? Ben, ça a été vraiment plus pas sur un coup de tête, mais on s'est basé un peu sur le modèle verdure, où c'est qu'il y avait des succursales de verdure, puis on a dit on va aller dans les grands centres, parce que ça prend des piscines, évidemment, puis ça prend des endroits où les gens n'ont pas nécessairement, ils travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps de s'en occuper, puis tout ça. Fait qu'on a vraiment dit on va aller commencer Québec-Montréal, puis les environs. Donc là, ça a été Rive-Nord de Montréal, Rive-Sud de Montréal, Rive-Nord de Québec, Rive-Sud de Québec. Puis on est encore juste à ça en ce moment. Parce qu'on n'a même pas encore fini de tout développer ces territoires-là. Là. Ça a été, et vous êtes en train de parfaire peut-être votre modèle? Oui, exact. On essaie d'améliorer le modèle puis vraiment de faire une sauce à Big Mac là, pour que ce soit uniforme partout. C'est ça qui est difficile dans le service. Là. C'est un peu plus facile de livrer tout le temps le même pain quand tu veux faire ton hamburger, mais quand c'est le temps... Tu vises la constance, mais comment on fait ça? Exactement. Puis comment on fait ça? Ben, ça prend de la formation, ça prend des méthodes éprouvées. Puis tu sais, encore dans les piscines, s'il y a beaucoup de chimie, tu sais, c'est compliqué. C'est pas juste. Puis je veux pas être réducteur avec le gazon. C'est pas juste tondre du gazon. Tu sais, c'est juste qu'une piscine, tu as de la chimie.
Fait que quand tu n'as pas les bons paramètres de l'eau, ben, ta piscine elle va être verte. Après ça, ta circulation de l'eau, qui est vraiment une autre chose complètement, qui fait que si tu n'as pas une bonne circulation, mais tu as une bonne chimie, ta piscine... Tu peux perdre ton eau sans trop savoir. Tu peux perdre ton eau. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur eau, ils ne savent pas pourquoi. Puis comme il n'y a pas de normes, mais ta circulation peut être faite un peu n'importe comment. Quand on dit perdre l'eau, faut que, je pense que les gens comprennent, mais au lieu qu'elle soit bleue, elle devient verte, exact, elle devient brune. Elle devient trouble, elle devient blanche. Il y a plein de facteurs. Okay. Fait qu'il y a comme tellement d'éléments qui peuvent avoir une influence, comme en ce moment, il y a beaucoup de pluie. La pluie, elle a un pH différent que celui de l'eau. Fait que là, ça peut tout changer les paramètres. Okay. Ça intervient, OK. Ça intervient là-dedans. Puis après ça, ce qui est difficile aussi, c'est qu'il faut que tu sois bon dans tout. Quand tu as une lumière dans ta piscine, les clients s'attendent à ce que tu changes, mais là, c'est de l'électricité. Il faut que tu sois capable de faire des branchements électriques. Tu as une pompe, c'est des branchements électriques. On n'est pas des électriciens. On n'a pas le droit de brancher des pompes. Une thermopompe, il y a du fréon là-dedans. Ça prend un frigoriste. Mais vous offrez service pour quelqu'un vient brancher? Exactement. On est associé avec différents fournisseurs. OK, vous allez c'est ça, exact. Je comprends. C'est juste qu'ultimement, il faut qu'on sache de quoi on parle parce que la personne a dit tu t'occupes de ma piscine, il faut que tu comprennes tout. C'est ça parce que comme client, t'as pas à démêler ça. Tu dis, moi, j'aimerais ça que, elle soit propre, que les lumières soient correctes, puis que tout marche. Ben, moi, je me fie sur toi. Tu dis que tu t'occupes de ma piscine, tu t'occupes de ma piscine. Puis, avec raison, c'est ça qu'on promouvoit. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on leur a. Est-ce que c'est vrai que, tu sais, plusieurs font le gag en disant, quand on arrive à Québec et on regarde un nombre de piscines, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est vrai qu'au Prorata, c'est un des endroits au Canada où il y a le plus de piscines? En Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est l'endroit... La région de Québec? Ouais, la province de Québec, c'est l'endroit au Prorata qui a le plus de piscines par habitant. En Amérique du Nord? En Amérique du Nord. C'est 800 000 habitants. Je pense qu'on est 8 millions. C'est une maison sur 10, ou une personne sur 10 qui a une piscine. Puis, il y a pas... Je pense pas que 8 millions de personnes ont une maison. Là. Et puis, est-ce que la plupart des gens ont des chauffe-eau maintenant? Oui, la grande majorité ont des chauffe-eau. Pour étirer la saison. Pour étirer la saison, puis parce que il y a juste les petites piscines qui n'ont pas de chauffe-eau, ou les vieilles piscines, souvent, où quand les chauffe-eau ne fonctionnent plus, les gens n'en ont plus. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, mettons, moi, il y a 20 ans, j'ai parti parce que l'impression que j'ai déjà eu une piscine comme père avec des enfants, tout ça, j'ai l'impression que quand on parlait des pisciniers, nettoyer les piscines, c'était pas leur tasse de thé, fait qu'il y avait des gens, c'était plutôt désorganisé comme façon de faire. Fait que ça m'amène à penser qu'il y a peut-être des petites organisations. Mettons, Rivière-du-Loup, il y a un père et ses enfants qui ont 45-50 clients, puis éventuellement, ils vont dire, oh, là, c'est-tu le genre de compagnie qui pourrait appeler H2P en disant, allez-vous venir un jour chez nous, peut-être qu'on pourrait s'intégrer à votre affaire, on vendrait peut-être notre business parce que personne ne veut reprendre ça. Est-ce que vous avez des demandes pour avoir du service ailleurs au Québec? On a beaucoup de demandes ailleurs. Pour le moment, nous, on est intéressés à justement aller voir des compagnies comme ça pour peut-être grandir avec eux dans différents secteurs. Parce que c'est énormément ça. Là. Tu l'as vraiment bien dit. Puis c'était l'enfant pauvre un petit peu de tous les services de piscine. Puis c'est pour ça, je pense qu'on a eu un grand succès. C'est que les compagnies de piscine reconnues, les grosses compagnies de piscine ne veulent pas faire d'entretien parce que c'est clairement beaucoup moins payant de déplacer un gars pour aller passer 1 heure à laver une piscine à 60 $ que d'aller ouvrir une piscine, que ça te prend 1 heure, mais tu charges 200 $. Comprends. C'est pour ça que les compagnies font juste les ouvertures. C'est de la merde de même pour eux autres. Ben oui, les mots tels que c'est. Puis c'est comme pour nous, on est comme on est les femmes de ménage des piscines. Ils sont réducteurs. Puis je veux dire, c'est correct. Je veux dire, rendu là, nous, on fait ce qu'ils veulent pas faire. Puis c'est souvent dans ces domaines-là qu'il y a des belles opportunités. Mais c'est plus des hommes de ménage, par exemple. C'est ça. C'est des hommes de ménage. Des hommes de ménage de piscine. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Puis il y a tellement la saison est tellement courte, puis il y a tellement des gros travaux à faire, changer des toiles, installer des piscines, que c'est les piscinistes puis les gars de piscine se concentrent plus là-dessus. Est-ce que tu considères que le fait que vous ayez décidé, puis je pense que c'est une décision qui était volontaire, d'avoir l'habit aussi, c'est-à-dire que c'est un domaine qui était tellement fling-flang, le nettoyage, j'ai dit, on va avec des polos bien habillés, des beaux camions, bien identifiés, service pro, dans quelque chose qui était sous-servi, dans le fond, qui est une partie du succès de notre affaire. Oui, énormément. Le côté pro, moi, je pense que c'est fondamental. Ça a été, je pense, une des bonnes décisions qu'on a prises au départ. Moi, ce que je voulais, c'était essayer de me différencier. Puis, comme je dis souvent aux clients, laver une piscine, là, n'importe qui va aller laver la piscine va être propre. Fait que comment tu fais pour te différencier en dehors de ça? Qu'est-ce qui va donner une valeur ajoutée à ton service? Ça va être quoi le petit wow? Ça va être quoi le petit rituel de plus qui va faire en sorte que le client va être satisfait, qu'il va être content, qu'il va être fier de ça? J'ai commencé par mettre un logiciel de CRM à l'époque en 2014. C'est quoi ça, CRM? Un logiciel de gestion de route puis d'itinéraire, okay. puis de vraiment technologique. Pour être plus efficace. Pour être plus efficace, pouvoir gérer plus de piscines. Parce que souvent, les messieurs qui font ça à leur compte, ils ont 50 clients, puis ils les appellent au téléphone, puis je m'en viens, puis il n'y a pas de problème.
moi, je me disais, je veux beaucoup de clients. Donc, pour bien les gérer de la même manière que ce monsieur-là, il faut que j'ai un rapport à chaque service de qu'est-ce qu'on a fait chez lui, puis que quelqu'un puisse voir le suivi. Ben oui, le suivi. Là, ça prend du clair, il n'y en a plus, là. Exactement, la photo, ça ressemble à quoi la piscine, tout ça. Puis ça, d'un autre côté, ça mettait une barrière à l'entrée parce que ça m'inquiétait beaucoup de savoir que, bon, parfait, j'engage des employés, je les forme. Qu'est-ce qui les empêche après d'aller tout donner ça à d'autres? Non, mais de se partir puis d'aller eux autres faire les clients parce que ça reste relativement simple. En mettant un logiciel qu'on investit beaucoup d'argent qui montre à quel point on donne un service de plus, il n'y a personne que ça va y tenter de le faire. Ce service-là à son compte, il ne pourra jamais offrir le même service. Fait que ça a été vraiment une des choses qui nous a différenciés. Les habits aussi, tu sais, les polos ça propres. Peut paraître superficiel, mais ça ne l'est pas. Mais c'est important. Je veux dire, on est dans le cours arrière. On voit les gens en bobette. Je veux dire, c'est ça que je dis souvent. Tu es dans le cours arrière du monde, ils prennent leur café, puis tu es là, puis tu laves leur piscine. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu arrives propre. Faut pas que tu arrives avec une camisole, tout croche. Fait qu'on voulait vraiment avoir ça. Puis les camions lettrés, c'est une des choses aussi qui est bien importante. Un, pour le marketing, puis deux aussi pour montrer que tu es Plusieurs voient un camion dans la rue puis ils vont appeler, c'est ça? Énormément, c'est ça. Ça a été au départ, quand on a commencé, on avait chacun nos autos, tu sais, puis c'était... Avez-vous commencé à des flyers pour cogner aux portes? Au début? Porte à porte. Combien d'années? Pendant 3-4 ans porte-à-porte uniquement. Après ça, ça a été vraiment de la croissance avec les réseaux sociaux, Google, tout ça. Ça a été très organique, beaucoup de référencement. Puis là, depuis les 2 dernières années, on est revenu au porte-à-porte parce que c'est la meilleure chose. Tu te présentes aux gens, puis les gens sont contents de te rencontrer. Vous avez recommencé ça? Oui, puis c'est vraiment une des... C'est efficace? C'est très, très, très efficace. C'est la chose la plus efficace dans notre domaine. Est-ce que je peux présumer qu'en 2025, votre croissance va passer par Montréal et les environs, parce que c'est à cause de la population? Oui. Ça passe beaucoup par la qualité du service qu'on offre parce que qu'on en a parlé, on a tellement été en grosse croissance. Mais c'est une compagnie de service. On a eu, c'est difficile en croissance de maintenir le même niveau de service, puis on a eu beaucoup de défis là-dessus dans les 5 dernières années, d'offrir un bon service en étant en croissance de 30-40% par année, c'est vraiment difficile. Fait que là, dans les 2 dernières années, on a encore pris un autre niveau. On a un nouvel associé, directeur général. C'est un peu... Je fais la corrélation un peu avec l'arrivée de Mathieu. Avec un gars comme ça, c'est pour aller prendre un autre niveau puis vraiment être partout au Québec puis offrir un service A1. Mais pour faire ça, il a fallu qu'on prenne un pas de recul. On revoit comment on fait les services. On dit non à certaines choses au lieu de dire oui à tout. Ça va nous permettre de mieux servir nos clients dans les secteurs où on en a le plus. Puis... bien faire le travail. Parce que quand tu fais ton travail juste pour faire le travail puis que tu donnes pas nécessairement le même niveau de service, les clients, ultimement, ils vont s'en aller. Pas parce que les autres sont meilleurs, mais parce que toi-même, tu t'es tiré dans le pied. Puis ça nous est arrivé beaucoup. Donc moi, c'est quelque chose qui me faisait vraiment... qui me frustrait beaucoup. Fait que je veux vraiment avoir rien à me reprocher. Après, perdre des clients, perdre des contrats, les gens déménagent. Tu peux pas plaire à tout le monde. C'est quelque chose que je trouve pas facile, mais ça reste que c'est normal. Mais je veux rien avoir à me reprocher. Je veux que le service a été irréprochable. Même si on fait une erreur, je veux qu'on l'ait réglé après de manière irréprochable. Je veux que le client, même si on se trompe, je veux qu'il y ait une bonne expérience à la fin. Comment vous faites pour penser que un de vos employés est allé, mettons, au lac Saint-Joseph, nettoyer une piscine, puis vous faites confiance qu'il a respecté les règles puis il l'a bien fait? Êtes-vous obligé de temps en temps d'envoyer des gens comme émissaires pour voir si c'est bien fait? Tu sais, c'est pas une question de douter de tout le monde, mais quand t'es rendu gros, quand vous êtes en train de grossir, il doit y avoir une façon qui vous interpelle de vous assurer d'eux. On n'a pas le choix, puis c'est ça qu'on investit à chaque année énormément dans notre programme interne qui nous permet de suivre la logistique, le temps par tâche, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis là, maintenant, les gars mettent 5 à 6 photos par tâche. Puis pour te donner une idée, mettons, la semaine dernière, à travers le Québec, on fait à peu près 350 piscines par jour. Fait qu'on va à 350 endroits différents par jour. Fait que ça en fait beaucoup à vérifier. Puis ça fait beaucoup de photos. Là. 5 photos fois 350, ça fait 1500-1600 photos. Mais ça nous permet de savoir... Il y a quelqu'un qui regarde, c'est ça? Il y a quelqu'un qui regarde, ou au moins ça nous permet de ne pas attendre que le client nous appelle pour dire c'est pas fait. Parce que nous autres, on peut voir, OK, la piscine est verte, on va pouvoir prendre action tout de suite. Ou quand un client appelle, c'est le fun pour les clients aussi, parce que quand toi, tu n'es pas là, le but de payer quelqu'un pour s'occuper de ta piscine, c'est parce que tu ne veux pas être là à le faire. Donc, quand tu n'es pas là, tu es en vacances, tu reçois un rapport, telle personne est venue à telle heure, voici les résultats de tes tests d'eau, voici ce qu'il y a mis dans la piscine, voici une photo. Fait que là, lui, il y a une photo, puis nous aussi, des fois, ça arrive, les clients disent « Bon, ben la piscine est encore sale, est-ce que vous savez pourquoi? » Ah, ben on est venu à 8 heures hier matin, il y a eu beaucoup... La piscine, regardez, elle ressemblait à ça. Mais il y a eu beaucoup de vent, il n'y a plus... Ah, OK, je comprends. T'sais, ça permet aussi d'enlever des doutes, parce que quand tu payes pour un service, quand même, disons-le, haut de gamme,
tu veux en avoir pour ton argent. Fait que tu veux savoir que l'argent que tu as investi pour t'enlever ça, il a servi à quelque chose. Est-ce que tu dirais qu'au fil des années, les clients que vous avez, il y en a que vous avez depuis 10-15 ans, j'imagine depuis le début, se gênent pas pour essayer, pour vous demander si vous pourriez faire un petit peu plus. Exemple, moi, je pars 3 semaines en Europe, puis vous passez, puis en même temps, regardez si tout est correct. Tu sais, je dis pas que vous le faites, mais ça m'amène un questionnement sur votre entreprise. Est-ce qu'il y aurait une portion majordome, donc aller plus loin, arroser les plantes, s'occuper des chiens, des chats, les gens? Est-ce qu'il y en a qui vous le demandent? Ça, c'est la première question. Ça serait... Beaucoup de gens aimeraient qu'on fasse plus que ce qu'on fait là. Mais c'est une décision stratégique fondamentale. Puis moi, j'étais du genre à vouloir dire « let's go, on fait tout », mais je me fais remettre à ma place par mes associés et avec raison. Parce que quand tu n'es pas encore le meilleur dans ce que tu fais, pourquoi tu vas aller commencer à faire autre chose? Puis je dois avouer qu'ils ont raison là-dedans. Là, t'sais. Fait que malheureusement, une des choses que j'ai apprises avec le temps aussi, c'est d'apprendre à dire non. Puis de le dire de manière franchement, parce que quand tu commences en affaires, j'ai des amis qui commencent tout ça, puis tu dis oui à tout, puis ultimement, tu te mets dans la merde, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est ça, puis non seulement tu te mets dans la merde, mais le client n'est pas plus satisfait, parce que il n'y a personne de content, donc de dire non, au moins le client, il sait que tu le fais pas, puis il sait à quoi s'en tenir. Fait qu'au départ, on faisait quelques petits à côté comme ça, comme par exemple nettoyer les trottoirs, l'hiver, la neige. L'hiver, la neige, on l'essayait un petit peu, mais c'est juste que ça nous fait défocusser. Puis en ce moment, à l'étape d'entreprise où on est rendu, il faut rester focus. Oui, puis vous n'avez pas fini le développement. Je pense à Sherbrooke, Trois-Rivières, le bas du fleuve. Éventuellement, il y a vraiment beaucoup. Il y a des piscines partout, là. Il y a des piscines partout, fait que ça passe par là, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on continue faut être les meilleurs dans les piscines pour après ça faire autre chose. Je sais que vous êtes allé à quelques reprises à des congrès, ça a l'air bizarre, de pisciniers internationaux, mais je présume qu'au fil des années, il y a quelques petites affaires que vous avez vues ou entendues ou comprises qui vous ont aidé. Ne serait-ce que des tests d'eau, je sais pas trop quoi, tu sais, de mettre en valeur, de mettre en commun toutes les connaissances occidentales, mettons. Mais ce qu'on voit beaucoup, là où on est allé souvent, c'est à Lyon, le plus gros show de piscine pas mal au monde. Mm-hmm. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'en France, être pisciniste, c'est un métier, c'est 2 ans d'école. Tu sais, c'est l'équivalent. Oui, c'est l'équivalent d'un plombier ou d'un électricien, c'est exactement la même chose. OK. Alors, c'est reconnu, puis les gens font confiance, puis il y a des normes et tout ça. Ça nous remettait en confiance, puis on voyait que les choses qu'on met en place ici, c'est bon. C'est juste la structure est bonne, là. Ici, c'est pas comme ça. Même en Ontario, c'est beaucoup plus rigide qu'ici. Là. En Ontario, tu peux pas ouvrir une piscine commerciale, admettons que tu n'as pas fait tes tests le matin même, sinon un inspecteur, il passe, puis il ferme la piscine. Ici, c'est vraiment beaucoup plus laxiste. Ça ne durera pas. En fait, quelqu'un va trouver. Éventuellement, il va avoir probablement quelque chose. Moi, j'ai hâte qu'il y ait un peu plus de règles parce que nous, on essaie tellement de se conformer puis d'amener une structure que du moment qu'il va en avoir une, on va avoir déjà une longueur d'avance sur les autres qui ne se seront pas nécessairement conformés. Mais quand tu es anticonformiste, si on veut, ou quand tu essaies de proposer des choses différemment à tes clients qui sont habitués de « Ah, mais lui, il me fait ça à tel prix, puis il me met juste un collet, puis c'est réglé. » Ou quand ça a tellement de l'air simple, s'occuper d'une piscine, quand tu parles à ton voisin, mais tu as de l'air de lui qui essaye de survendre ou qui essaye de proposer quelque chose que tu n'as pas besoin. T'sais. Fait que on est toujours sur cette ligne-là. Fait que le jour où ça va vraiment être légiféré, puis il faut ci, il faut ça, ben là, on va, je pense, avoir... Avez-vous ramassé des idées ou des produits d'ailleurs qui vous aident dans votre travail? Oui, ben on voit beaucoup de produits au niveau des pertes d'eau qui peuvent nous aider pour identifier les pertes d'eau. Au début, tu creusais, j'imagine, il fallait que tu trouves le tuyau. On creuse encore, c'est juste que, tu sais, il y a des tests de pression qu'on fait beaucoup. On est très, très bon en perte d'eau, mais il y a aussi on a acheté une machine qui permet de détecter les trous dans la toile de piscine avec des ondes sonores, mettons. OK, ça, tu fais un travail, ça, c'est pratique. C'est ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé, par exemple, aux États-Unis, c'est une compagnie du Minnesota qui fait ça, parce que ça reste qu'aux États-Unis, c'est un immense marché de piscine aussi. Puis l'endroit dans le monde où il y a le plus de piscines, c'est en France, il y en a 2 millions. Vous avez jasé avec des pisciniers là-bas? Oui, on a un collègue là-bas là, qui a une compagnie de piscine. C'est un marché complètement différent. C'est vraiment intéressant d'échanger avec eux parce que... Mais la période est plus longue. Eux, ils capotent à quel point on a du monde qui ont des piscines. Ici, non, c'est ça. Là-bas, c'est simple. C'est juste les gens, par exemple, qui sont multimillionnaires qui ont une piscine, mais il y en a beaucoup plus de C'est beaucoup plus cher là-bas? Oui, il n'y a pas de piscine hors terre. Ou presque pas. C'est ça la grosse différence. OK, c'est creusé, c'est souvent en béton, en pierre, c'est ça? Exact. C'est des piscines de béton, des piscines de ciment. C'est des affaires de 50 000 €, comment ça? C'est ça, avec un paysagiste, tout ça. Là, fait que c'est des gros travaux. Alors que, tu sais, ici, quand tu vois les piscines qu'on a, il y a des gens... Tu peux avoir une piscine à 5 000 $. Fait que, tu sais, c'est le fun pour les gens parce que ça leur permet Mais on ne sait pas baigner. Ça. Je trouve ça intéressant que tu dises, moi, je pensais pas ça. Là-bas, c'est hors d'atteinte. C'est quelque chose de très, très haut niveau. Ou c'est des petits bassins. Ou des piscines publiques, évidemment. Puis la grosse différence aussi là-bas avec ici...
c'est plate à dire, mais là-bas, ils payent l'eau, ils payent l'énergie. Alors que, tu sais, là-bas, il y a des compagnies spécialisées. OK, remplir sa piscine, tu payes. Non, là-bas, là, nous, ici, ma piscine, ça fait 2 ans qu'elle perd de l'eau. J'ai trouvé ma recette. Je laisse la hausse dedans et crinquer aux 2 tiers, puis l'eau, elle reste au bon niveau, tu sais. Ça, je l'entends souvent. Ben oui. Le monde, il laisse la hausse en permanence, puis il n'y a pas de problème. Gaspillage, personne ne me voit. Non, c'est ça. Fait que, tu sais... mais là-bas... Mais non, mais là-bas, dès que tu as une perte d'eau, tu veux trouver ta fuite puis tu veux la réparer parce que ça te coûte cher, ça te coûte du chauffage, ça te coûte l'eau qui s'évapore parce que là-bas, tu as des compteurs d'eau. Fait que c'est pour ça que là-bas, il y a des compagnies spécialisées. Okay. Là-bas, chaque domaine dans la piscine, mettons les applicateurs cimentiers, les électriciens, les pertes d'eau, c'est une compagnie désignée. Nous, on fait tout. Tu as besoin d'une... Ta piscine perd de l'eau, j'envoie mon gars qui... Ta job à toi, c'est de trouver tous les intervenants. Mais j'en ai qui font tout. Alors que là-bas, tu t'appelles telle compagnie. Fait juste lui, il fait pas de construction, il fait pas de navage, il trouve des pertes d'eau, c'est tout. Dans les faits, H2 Pro au Québec, vous avez combien de gens qui font de la réparation puis de l'entretien? Vraiment de réparation surtout, ou installation? Ben, en fait, en termes d'employés, Toto, on est autour de 75 en période estivale. En période estivale, 25-30 en période à l'année. Puis dans la réparation, on a peut-être une vingtaine de réparateurs. Là. Au début, les premières années, c'était à zéro. Là. On faisait même pas de réparation au début. Au début, on faisait juste laver des piscines. On faisait même pas d'ouverture et fermeture de piscine. Dis-moi, Émile, le cliché, je vais te donner le plus gros cliché qui existe avec la période estivale puis le beau temps. Il y a une belle journée de 30, tout le monde est au glacier puis va chercher une crème à glace. Est-ce que tout le monde appelle son piscinier aussi? Tout le monde. C'est fou comme ça, hein? Tu sais qu'il annonce 4 jours de beau temps, tu dis ça va sonner aux 2 minutes. Ah, c'est à peine à la planche. On a fait le test. On a eu un mois de mai plus difficile cette année. Il n'y a plus tout le temps. Puis ça nous a donné un break parce que les gens sont moins pressés d'avoir leur piscine, puis ils peuvent pas se baigner. Fait qu'ultimement, c'est moins grave. En début de saison, quand tu as un mois de mai là, qui fait 20-25, puis il fait beau à tous les jours, je peux te dire que ça chauffe au téléphone parce que les gens, ils reçoivent à la maison, puis ils veulent. Puis là, après ça, ils voient leurs voisins que leur piscine est bleue, fait que là, leur piscine est verte. Comment ça se fait qu'ils sont pas venus? Il y a beaucoup de pression extérieure aussi. La personne qui appelle, souvent, c'est pas elle qui veut dire, hey, là, je veux les enfants, le chum, la blonde, mon voisin, mon père. Fait que il y a beaucoup de pression externe. Fait que plus il fait beau, plus nous, on mais en même temps, tu as dû apprendre au fil du temps que même si le gars t'engueule, si tu viens pas, moi, alors, probablement que tu peux plus répondre aujourd'hui. Si tu viens pas, je vous flush. Oui, parfait, mais qui va y aller? C'était le 27 mai, tu comprends? Tu veux pas perdre tes clients. Non, on veut pas perdre des clients, puis on veut le moins possible. C'est juste qu'on peut pas fonctionner à pression comme ça. Puis, on est rendu tellement bien structuré, encore beaucoup à faire, mais quand je dis bien structuré, c'est qu'au 1er mars, les clients ont leur date d'ouverture. Fait que, tu sais, ils ont le choix, là. Ils peuvent dire, je veux que tu viennes plus tôt. Plus tard. Plus tard. Fait que quand tu arrives le 25 mai, tu sais que ton ouverture depuis le 1er mars, c'est le 28 mai, puis là, tu es fâché parce que c'est le 28 mai, parce que ça fait 3 semaines. Tu sais, tu as eu la chance de te préparer. Puis, moi, j'aime ça, vous mettez un peu de responsabilité sur le client. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Si lui, il veut que sa piscine soit prête tôt, il a la chance de nous le dire, puis on peut le mettre tôt. On essaie vraiment de prioriser nos clients existants pour qu'ils aient leur bonne date. Mais après ça, on va toujours en avoir de la pression, on est dans la piscine. Quelle est la variable? Non, je vais poser autrement. Est-ce que la variable du sentiment d'appartenance est fondamentale pour vous dans le développement? Gardez votre monde dans un monde assez éphémère, dans le fond, du job d'été vraiment. Au début. Puis... Les talents, là, comme j'appelle, tu sais, c'est vraiment important. La formation, c'est vraiment important. Puis ça, c'est des choses que j'apprends aussi avec le temps. Moi, j'ai moins cette fibre-là, tu sais, ressources humaines. Puis... Mais ça veut-tu dire que, mettons, chez H2 Pro, à l'entrepôt, vous avez même des piscines pour montrer comment ça marche, des retours d'eau, des fils. OK, vous êtes rendu là. On est rendu qu'on a un bassin de formation avec tous les systèmes. On met beaucoup d'argent dans la formation. Puis à court terme, ça coûte cher. Puis tu ne vois pas nécessairement l'usufruit de tout ça, mais à long terme, c'est là que c'est ça qui fait la différence. Puis c'est ça qui est difficile, qui a été difficile pour moi, qui est bing-bang un peu. Je pense que tu peux te reconnaître là-dedans. Moi, je veux que tout soit fait. Je veux que tout soit fait vite et bien. Puis c'est pas nécessairement comme ça que tu fais une recette à succès. T'sais, ça te prend des gars qui sont plus en arrière. C'est pour ça que, tu sais... vous exposez des problèmes qu'ils vont voir, mais plus tard. Mais là, ils sont tous là. Bien préparer les choses, bien faire les choses plus lentement la première fois va t'éviter tous les problèmes après. Alors que moi, j'avais plus en régler le problème sans nécessairement comprendre. Tu règles le problème, mais tu comprends pas la cause du problème. Puis ça fait en sorte que le problème revient plein de fois après encore. Est-ce que la science, ou peut-être plus précisément la technologie, joue un rôle dans le développement d'H2 Pro? Est-ce que vous voyez des avancées à cause de ça? Oui, énormément. Mais tu parles de l'informatique, entre autres. Nous autres, on est une compagnie technologique, littéralement, parce que toute notre
back-end, si on veut, c'est ce qui est en arrière de faire la piscine. C'est tout technologique, c'est tout fait avec un programme. Nos horaires sont faits avec le programme. On a investi dans un optimiseur de route qui tient en compte que M. Gilles Parent, il y a une piscine creusée dans le coin de Cap-Rouge, puis ça prend un technicien de niveau 1 à ce niveau-là, puis il y a M. X qui est à la même place. Fait que là, ça fait l'horaire en fonction du niveau de compétence de tes gars, ça fait l'horaire en fonction du niveau de complexité de la job. Vraiment de manière, grâce à l'intelligence artificielle, de manière à ce que ce soit le plus optimal pour sauver, parce que les frais de déplacement, nous, ça coûte énormément cher. Puis retourner à un job qui a mal été évalué, c'est ça qui coûte cher aussi. Donc, à ce niveau-là, la technologie est importante. Mais le voyez-vous si vous êtes vraiment, ces outils-là vous rendent plus efficaces? Oui, ça transparaît, là, c'est clair. Ce que je parlais, notre logiciel aussi qui fait en sorte que, bon, telle personne, M. Parent, sa pompe a fait un drôle de bruit. La personne qui prend la tâche l'envoie à notre répartiteur qui dit « Ah, M. Parent, votre pompe fait un drôle de bruit. Voici une soumission en dedans de 30 minutes pour la réparation. » Je savais même pas. Fait que tout ça fait en sorte que ça permette d'avoir un service plus fluide pour nos clients, puis c'est tout technologique, là. Y a-tu quelque chose que vous faites dans l'entreprise qui te rend particulièrement fier? Mettons, ça, je suis content qu'on ait fait ça. Je sais pas si c'est comparé aux autres ou par rapport à où vous étiez avant, là, mais... Ben, c'est de s'être rendu où on est là, puis c'est en créant du travail pour les gens. Puis nous, on aime, notre objectif ultime, c'est d'aider les gens. Puis c'est d'aider tant les jeunes qui viennent travailler avec nous pour les former, leur apprendre un peu comment on travaille de manière structurée, que les clients qui soient satisfaits, qu'on crée de la valeur, on crée de la valeur pour des clients, puis qu'on soit capable de faire ça à partir ultimement, c'était de rien, puis là on soit rendu là, ça me rend vraiment fier, puis qu'on puisse continuer, puis que les clients soient satisfaits, c'est pas mal mon pain et mon beurre. Avez-vous des employés qui sont presque là depuis le début, qui sont encore avec vous? Oui, il y en a quelques-uns. Il y a Charles qui est là depuis le début. Puis j'ai des employés que ça fait 10 ans, 10, 11 ans. Là, au départ, on n'était vraiment pas beaucoup, mais 10, 11 ans, c'est énorme. Ils ont tous vécu la croissance. Oui. Puis ils ont cru dans la compagnie aussi. C'est des gens, nous, ce qu'on veut, c'est faire monter le monde avec nous. Fait qu'il y en a qui ont commencé sur le terrain, rendus directeurs. Il y en a-tu qui étaient à Québec, qui sont rendus à Montréal? Exact. Il y en a 2 qui sont venus se former à Québec. Ils ont démarré une succursale à Montréal, l'autre à Longueuil. Donc, c'est ça qui est vraiment motivant aussi pour nous. Puis c'est ça qu'on veut faire avec d'autres pour qui ça va intéresser, d'aller dans d'autres territoires puis développer H2 Pro. Est-ce que je peux présumer que votre développement à Montréal, en fait, l'ouverture d'une saison se fait avant Québec? Parce qu'il fait plus chaud à Montréal, ça paraît pas mal. 2 semaines avant tout le temps. Tout est fondu avant, puis 2 semaines plus tard aussi. Ce qui fait froid moins vite. OK. Mettons, l'industrie, vous considérez-vous comme dans l'industrie de la piscine ou du nettoyage? Je ne sais pas ce qu'il y a des particularités. Dans l'industrie de la piscine. La piscine en général, c'est ça? Qui est une grosse industrie au Québec, avec les Trévis, les clubs piscines. Est-ce qu'ils vous parlent, mettons, as-tu déjà parlé à des dirigeants, mettons, de piscine Trévis? Émile, j'aimerais ça qu'on se rencontre, on va aller dîner ensemble. Juste pour savoir que vous allez... Non, vous n'avez pas besoin de ça encore. OK. Peut-être pas ton intérêt non plus. Là. Non, mais écoute, à tort ou à raison, je pense pas que pour le moment, c'est le bon timing. Club piscine, on leur a déjà parlé, mais c'est des compagnies qui sont gérées indépendamment. Donc, c'est-à-dire chaque succursale est gérée indépendamment. Donc, c'est pas parce que tu parles au siège social que nécessairement le message va se rendre aux endroits dans les différents territoires. Je reviens 2 secondes dans ce podcast avec ce que tu m'as parlé de l'Europe, de la manière que ça fonctionne en France. Est-ce que les pisciniers font tout ou au contraire, c'est encore plus sectorisé qu'ici? Tu as des nettoyeurs, tu as ci, tu as ça. D'un côté, c'est plus sectorisé, donc les réparateurs de piscine ne font pas nécessairement d'entretien, mais d'un autre, c'est beaucoup plus vaste parce que là-bas, quand tu es un paysagiste, tu es un pisciniste aussi. Souvent, les deux sont ensemble. Alors qu'ici, ici, c'est différent, mais ça arrive souvent à travailler ensemble. Oui, exact. Ils travaillent ensemble, mais c'est rare que tu as un paysagiste qui est vraiment pisciniste ici. Il va installer des piscines, mais il n'est pas spécialisé là-dedans. Là-bas, ça arrive beaucoup. Je vais te parler en général de réflexion personnelle, si ça te tente. Mettons que si je te demande le moment le plus marquant de ton aventure entrepreneuriale, ça fait 15 ans que tu es là-dedans, quelque chose qui t'a... Avec du recul, tu dis ça a été important à Tabarouette. Ben c'est tout le temps, les Dragons, évidemment, ça a été un moment marquant parce que c'est un événement, c'est une émission. Étiez-vous nerveux avant d'y aller? Oui, on était nerveux, pas à peu près. C'est reste de la télé, c'est de la télé, c'est pas live, mais c'est de la télé. Y a-tu quelqu'un qui t'avait parlé par expérience avant que vous y alliez en voulant dire tu vas vivre ça, mais fais pas ci, fais pas ça? Des fois, c'est rassurant quand Non, puis on a vraiment, on a eu du fun, puis c'était vraiment le fun, mais les moments marquants, c'est toujours après.
que tu t'en rends compte, mais ben ça a toujours été quand on a fait des acquisitions de personnel. Quand Mathieu est arrivé, ça marquait le début d'une nouvelle étape. Il y a 2 ans, Louis-Charles est arrivé aussi, notre nouveau directeur général, associé aussi. Puis je pense que ça marque aussi une nouvelle étape. On voit déjà des grands changements. Fait que ça, c'est vraiment marquant. Évidemment, tout jeune entrepreneur te dira la première fois que tu fais 1 million de chiffre d'affaires, c'est toujours quand même marquant. Vous avez combien de clients à travers le Québec aujourd'hui, à peu près? À peu près entre 4 et 5 000. Fait que 4 et 5 000 clients qui n'ont pas tous des services qu'on voit toutes les semaines. Non, c'est à différents niveaux. Fait que, le plus commun, c'est-tu ouverture-fermeture, dans le fond? Le plus commun, c'est ouverture avec le nettoyage du printemps puis la fermeture. Après ça, tu peux avoir des entretiens toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On a beaucoup de clients commerciaux aussi qui n'ont pas le choix. On va 3, 4, 5, 6, 7 fois semaine. Tests d'eau, genre? On fait les tests d'eau, on fait les analyses bactériologiques. C'est des choses qui sont obligatoires pour les condos. Fait qu'à peu près ça. Qu'est-ce que tu retiens comme une leçon de ce que tu sais, j'allais dire t'as douté, moi je dis ça comme père, t'as douté au début, tu te disais hey, je ferais pas de la piscine toute ma vie, mais c'est peut-être une des leçons, ça aussi, en voulant dire ouais, finalement, ça se peut que tu passes ta vie à faire ça. Oui. Et à te développer. C'est ça, tu sais, c'est ce que oui, ce que j'ai retenu, c'est que tu peux pas. Tout peut se faire, puis c'est pas en tant que tel la piscine, c'est vraiment tout ce qui l'entoure, puis ce que tu fais, ce que tu offres comme service, comme produit au client qui va faire la différence, puis comment tu l'offres, peu importe dans quel domaine tu es. Comment tu définis le succès? C'est quoi le succès pour toi? Ça prend quoi? Comment tu le définis? Je pense que le succès, c'est un état d'esprit d'abord et avant tout, c'est-à-dire que tu vas toujours avoir des problèmes, toujours avoir des défis, puis c'est comment tu réagis à ça qui va faire en sorte que tu vas avoir du succès. Je m'explique. Avoir du succès, c'est propre à chaque individu. Moi, c'est de pouvoir créer quelque chose de rien, d'avoir créé quelque chose, créer de la valeur, donner de la valeur à la communauté. Ça donne une fierté. Ça me donne une fierté. Moi, payer de l'impôt, payer des taxes, bien que ça fasse mal, ça me donne une certaine fierté parce que je me dis, c'est ça, on n'embarquera pas là-dedans, mais ça me donne une certaine fierté parce que je dis, regarde, je contribue au développement de la communauté, puis je contribue aussi mes clients sont contents. Mais après, je veux dire, moi, c'est comme ça que je me gratifie. Donc, c'est ça. Pour finir là-dessus, c'est vraiment la manière que tu exécutes le service. À la hauteur. Puis dans le fond, ça revient, ça arrive souvent dans les podcasts qu'on arrive à cette phrase-là. Non, c'est vrai, dans le fond, tu essaies, pour être le meilleur possible, tu vas essayer de te mettre à la place du client. Si je suis le client de 20 000 par an aujourd'hui, comment je vais être servi? Si un gars vient chez nous, tu sais, dans le fond, si tu te mets à la place de l'autre, tu risques de donner ce qu'il espère, non? Faut que tu te mettes à la place de l'autre sans toi te mettre... C'est dur à dire, mais mettons, faut que tu comprennes ce que lui veut, mais souvent, lui, il veut pas la même chose que toi, tu veux. Je comprends. Ouais, je vois la différence. Il y a une distinction. Il y a bien des gens qui... Tu peux pas être à genoux devant tout le monde. Non, mais c'est pas juste ça. C'est qu'il y a un gars, là, pour lui, 70$ par jour, c'est rien pour lui. Mais si tu te mets dans ta tête à toi que 70$, c'est beaucoup, tu vas pas y parler de la même manière. Faut que tu essaies d'expliquer aux clients comme si tous les clients, ils trouvaient ça normal. Puis après ça, eux prendront leur décision. Okay. Faut pas que tu présumes pour eux qu'ils voudront pas, qu'ils vont trouver ça cher, qu'ils trouveront pas ça cher. Ça, c'est dur. Ça devait être dur au début parce que tu veux plaire, tu veux gagner des clients. C'est ça, exact. Puis ultimement, tu veux leur dire la meilleure chose que tu penses selon leurs circonstances. Mais c'est dur de pas se mettre dans tes souliers, dans les leurs. C'est ça qui est le plus difficile. Et dernière question. Quel rôle ont joué tes parents dans ton aventure? Ça a été un rôle de support bien important. C'est sûr que tu as été un des premiers clients aussi, fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis toutes tes erreurs, tu les as faites chez nous. C'est ça, exact. La piscine avait réverte souvent. Puis tu sais, ma mère aussi, qui a toujours été là pour me supporter, honnêtement. Puis tu sais, le fait de partir d'une entreprise, d'habiter chez tes parents, c'est pas mal plus le fun que quand t'as 3 enfants à la maison, tu as moins ce stress-là. Donc ça a été... Puis quand tu voulais savoir comment réagissait l'autre, t'invitais des amis 15-20 dans la piscine, t'étais forcé de le faire pour apprendre, j'imagine? C'est ça, exactement. Bon, ben écoute, merci. C'est une belle carrière, c'est pas fini. Non, c'est ça ne fait que commencer. Merci, Émile. Merci.